Merci bien. D'abord, c'est une fierté pour moi d'être parmi vous ce matin dans ces grands médias. Chose particulière dans cette émission pour discuter et échanger autour des problématiques d'envergure nationale. D'accord. Le sujet, il est particulier et il me semble important de l'aborder avec une certaine relativité. D'accord. Parce que la question, elle est interrogative. Oui, en effet. 65 ans d'indépendance de l'armée guinéenne. N'est-ce pas? Pas de dépendance, mais de création de l'armée guinéenne. De création, voilà. De création de l'armée guinéenne, n'est-ce pas? Quelles sont, faut-il aujourd'hui être fier de cette armée? C'est la question. C'est la question. Et je crois que c'est à la lumière des réalités historiques et contemporaines de cette armée-là que nous aurons donc à communiquer notre regard critique sur la possible admission de sa fierté ou pas. En effet. Parce que par le passé, Gianni vient de le rappeler avec Simon Pierre, il faut comprendre que l'armée guinéenne a fait montre d'un certain leadership militaire. En effet. C'est là, à travers des actions qu'elle a eu à poser, à la fois au niveau de la libération de certains peuples africains. On a vu par exemple le cas du Burkina Faso, et pardon, pas du Burkina, de la Guinée-Bissau, pas que la Guinée-Bissau, il y a eu aussi l'Angola, il y a eu l'Écossat et bien d'autres pays. Donc la Guinée a déployé toute son armée de manière à ce que ces pays-là puissent non seulement acquérir leur indépendance, mais pour aussi la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Ça, sur le plan historique, c'est un fait à saluer et à encourager. Voilà. Mais tout n'y est pas. Ça a été rappelé par tout le monde là. Voilà, ça a déjà été rappelé. Ça a été rappelé par tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'à un moment donné, l'armée guinéenne s'est révélée avec bien d'insuffisances. D'accord. Parce qu'il y a eu les cas de violation des droits humains, des traitements cruels, inhumains et dégradants de part et d'autre. On est même allé jusqu'à dire que c'est une armée qui n'est pas susceptible d'être maîtrisée en raison donc de ces actes jugés hors la loi. D'accord. En ce sens, bien des réformes ont été engagées. On est allé jusqu'à dire que c'est une armée qui n'était pas maîtrisée. Aujourd'hui, plus ou moins, on sent qu'il y a une certaine maîtrise parce que pour la plupart, on ne voit plus les militaires dans les rues avec des armes. Avec des armes. On a l'impression qu'on a su quand même les caserner. Juste à fait. Voilà. Et c'est bien des réformes qui ont été entreprises dans ce sens-là. Parce qu'il y a eu le code de conduite des forces de défense et de sécurité qui, de toute façon, cadre et délimite certaines actions des militaires, à la fois dans les casernes et hors des casernes. Ça, c'est une chose à saluer et à encourager. Il y a bien sûr la loi sur la programmation militaire, le code de justice militaire, toutes ces réformes ont été entreprises de manière à ce que l'armée puisse être cadrée et être une armée républicaine, en agissant conformément à la règle du droit, en fondant son action sur le droit et en assurant à son tour l'effectivité de la règle du droit. Mais aujourd'hui, faut-il se réjouir de cette armée en tout, sans pour autant donc se situer sur les défis sécuritaires qui se posent? On a tout de suite dit qu'à l'interne, il y a des problèmes. Mais si effectivement la République de Guinée, à travers son armée, a fait montre d'un leadership militaire, parfois même panafricaniste, aujourd'hui, ça n'est le cas. Moi, je me suis tout de suite amusé à parcourir sur le site Global Firepower, qui est un site spécialisé sur des questions de défense et de sécurité. 2020, 2021. 2022, 2023, il y a eu le classement des puissances militaires africaines. Sauf que la Guinée ne se trouve pas dans ces cadres-là. Donc on n'est pas classé là. Tout à fait. Pendant qu'il y a bien des pays... Malgré tout ce qui se dit autour de notre armée... Tout à fait. Il y a bien des pays de la région ouest africaine qui y figurent. 38 pays africains ont été cités et la Guinée ne figure pas. L'exemple, par exemple, de l'Égypte. L'Égypte vient en tête. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est dénoncé comme action militaire à l'interne même, qui fait qu'à l'extérieur, on a à l'international, j'ai envie de dire, on a un autre œil de l'armée. Tout à fait. C'est pourquoi je ne partage pas un pan du discours de Simon Pierre lorsqu'il s'est attelé à dire qu'il y a une question d'équipement. Les équipements sont bien sûr là, mais il ne s'agit pas en effet d'être en possession des équipements. Encore faudra-t-il agir par rapport à la compétitivité de ces équipements-là. Lorsque par exemple nous partons avec l'Égypte, vous allez comprendre qu'il y a 440 000 militaires, 440 000 réservistes, 1069 chars, et bien d'autres qu'on en sait encore. Vous voyez, est-ce que la Guinée saurait compétir avec un tel pays si d'entrée de jeu on comprend? Nous ne sommes pas dans un esprit de compétition. On n'a pas les chiffres pour la Guinée aussi. Voilà, on n'a pas les chiffres pour la Guinée. Mais est-ce que, c'est pourquoi je formule bien la question, est-ce qu'en ce sens-là, la Guinée serait à mesure de compétir avec ces pays-là quand on sait déjà qu'il y a certaines insuffisances qui se posent? Et moi, pour terminer rapidement, il y a un besoin de renforcement des capacités
continu et régulier qu'il faut faire. D'accord. Parce qu'en termes de gestion des crises, il faut continuer donc à former l'élite militaire et pas que ça, dans la gestion démocratique des foules aussi. Vous voyez très souvent qu'avec les manifestations, soit ça tire en guillemets ou soit ça blesse. Je crois que ce sont des choses qui entachent mal l'image d'une armée. Bien. Et ce sont des tirs à corriger. Bien, allez, des tirs à corriger forcément, hein, Odilon. Je prends ton avis aussi autour de ce sujet, autour de notre armée. Hein, avant de prendre le président de Bazar avec son béret. Il est quand même très difficile de s'exprimer après que d'éminents juristes se soient exprimés sur une telle question. Mais je vais faire l'effort. Il faut rappeler d'abord que cette belle histoire de l'armée guinéenne commence avec la nomination d'un secrétaire d'État à la défense nationale rattaché à la présidence, après bien sûr l'accession à l'indépendance de la Guinée. C'était le 3 octobre 1958. Et qui avait occupé cette charge-là, c'était bien le capitaine Nomandiang Keïta, qui avait pour mission d'ailleurs, excusez-moi, de créer et mettre en place une véritable force de défense nationale. Et parallèlement, le 27 octobre 1958, il y a un secrétaire général chargé de la direction et de l'organisation de l'armée qui avait été également mise en place. Ça, c'était un petit rappel. Maintenant, en parlant de l'armée, quel que soit le bilan qu'on puisse brandir aujourd'hui de notre armée, il faut d'abord dire que l'armée, l'existence des armées dans les États est l'expression de la souveraineté quand même. Donc, de ce point de vue, nous devons en être fiers. Au-delà d'ailleurs de la participation de notre armée, les collègues l'ont rappelé, au-delà de la participation de notre armée dans les luttes de libération, je voudrais quand même préciser chez Ghané que quand on parle de PAIGC, c'était en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau et au Cap-Vert, le PAIGC. En Angola, on parlait des forces armées pour la libération de l'Angola. C'était le Frelimo. Voilà. Donc c'est ces petites précisions qui vont apporter. Donc, de façon bilatérale, l'armée guinéenne est intervenue dans des États, la Guinée-Bissau, au Libéria, en Sierra Leone et en Angola, j'en passe. Mais également, l'armée guinéenne s'est distinguée au niveau sous-régional. Avec l'ECOMOG, donc l'intervention de la Guinée dans les forces ouest-africaines en Sierra Leone, au Libéria. Moi, je me rappelle par exemple la dernière guerre du Libéria dans les années 2000. Moi, j'étais encore au lycée. Les Rangers guinéennes étaient intervenus au Libéria pour maîtriser un peu la situation. Voilà, donc ça c'est soit dit en passant. Il y a également à rappeler que l'armée guinéenne également s'est distinguée au niveau des Nations Unies. Parce que voilà, avec les missions d'intervention et d'observation des Nations Unies, la Guinée aussi a eu à participer, notamment avec la MINURSO au Sahara occidental, une arme SIL en Sierra Leone, la MINUSMA aujourd'hui du côté du Mali. À l'interne, nous nous rappelons un peu de l'incursion rebelle en région forestière et quelque part en Basse-Côte, je crois, si je ne me trompe pas, c'est du côté de Fourekaria. Notre armée a quand même réussi à se distinguer, à faire repousser ces rebelles-là qui s'étaient introduits sur le territoire guinéen. Mais au-delà, il y a un bilan, il y a des années de gloire quand même à relever, à signaler, qu'on peut vendre. Mais quand même, il y a quand même d'autres aspects qui écorchent un peu l'image de l'armée guinéenne. L'armée guinéenne s'est distinguée dans la violation des droits de l'homme. Il faut le dire ouvertement. Il faut avoir le courage de le dire. Elle s'est distinguée dans la violation des droits de l'homme parce que quand on parle de manifestants, certes, il arrive souvent que des citoyens manifestent dans des circonstances qui ne sont pas autorisées. Voilà, parce qu'une chose, il faut le rappeler, la liberté, le droit de manifester est reconnu, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental. Mais les conditions pour jouir de ce droit-là sont énumérées par le code pénal guinéen. Il arrive souvent qu'on procède à des manifestations qui ne sont pas autorisées, mais rien ne justifie quand même que des manifestants, bien qu'ils n'aient pas autorisé, qu'ils soient tués par balle. Par balle, à travers des armes automatiques. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce sont entre autres des éléments qui écorchent un peu l'image de notre armée. Au-delà, sous Alpha Condé quand même, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a aussi ce banditisme grandissant que notre armée n'arrive toujours pas à maîtriser. Ça c'est un autre aspect. Mais après, quand en parlant du banditisme quand même, ce n'est pas seulement la charge de l'armée seule. Il y a d'abord le ministère de la Sécurité. La gendarmerie et la police. Voilà, la gendarmerie et la police sont en premier parce que voir l'armée
dans la cité, ça demande beaucoup de raisons quand même. C'est pourquoi il faut saluer quand même sous Alpha Condé le casernement des soldats. Donc il y a eu beaucoup quand même, beaucoup de réformes qui ont été entreprises sous Alpha Condé qui continuent à l'être aujourd'hui. Mais après, on se questionne aujourd'hui avec cet effectif pléthorique, l'effectif de l'armée qui est en train de grandir. C'est vrai, surtout avec ces armées d'élite qu'on est en train de mettre en place ici, on se demande aussi, est-ce qu'on met ces unités d'élite-là pour vraiment défendre l'intégrité du territoire ou c'est pour d'autres raisons? Parce que, pour terminer, l'armée guinéenne également, l'armée guinéenne, c'est cette armée-là qui s'est distinguée dans la gestion de la chose publique à travers des prises de pouvoir par la force. Nous nous rappelons du 3 avril 1984 avec le CMRN de Lansana Conté. Nous nous rappelons de 2008 avec le CNDD de Dadis Camara. Il est encore dans les... Dadis Camara. Et enfin, le 5 septembre avec le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, c'est une armée qui n'est pas seulement là pour protéger l'intégrité, garantir la protection de l'intégrité du territoire national, mais c'est une armée qui s'est aussi invitée dans la gestion de la... Je vais faire le open, ne vous inquiétez pas, mais il faut que je prenne d'abord l'avis de Rigel Gandhi. Rigel, toi tu vis sur l'axe, tu vois tout ce qu'il y a comme intervention militaire, par exemple, c'est un axier si tu veux. Tu vois donc comme un axiste, voilà, c'est comme vous voulez. Cette partie de l'émission est interdite aux moins de 12 ans. Voilà aussi les enfants qui seraient avec nous, qui apprennent des choses avec nous. Et ça, c'est pas dans le dictionnaire. Toi, tu vis pratiquement là-dedans quand il y a intervention militaire. Comment tu peux parler de la fierté de l'armée guinéenne ce matin? Ben, justement, c'est même, je dirais, un militaire vu par le point de vue de quelqu'un qui vit dans l'axe. C'est pas le même militaire qui est vu par le même point de vue que quelqu'un qui vit à Matoto. C'est pourquoi on te pose cette question, justement. Parce que là-bas, tu ne vois qu'un militaire qui à travers peut-être les manifestations, des trucs. Et moi, j'ai vu là-bas plusieurs fois un militaire descendre d'un pick-up. Ou bien parfois, il est même sur une moto, il charge son fusil, il se met à tirer n'importe comment. Il n'est pas en mission. Parfois même, il est juste de passage. Il n'est pas en mission. Tu vois, il est juste de passage. On ne l'a pas envoyé, personne ne l'a demandé de tirer, mais comme son fusil, là, peut-être, ça se bloque souvent, il veut tester ça là-bas. Je ne sais pas si, parfois, c'est devenu une zone de no man's land, quoi, où chacun peut venir faire ce qu'il veut, et sans qu'il n'ait à s'inquiéter, il n'y a aucun recours après. Donc, le problème aujourd'hui, le défi, c'est de redonner la confiance. C'est de regagner la confiance de la population. Et même si c'est une partie de la population, c'est quand même de la population, c'est de regagner la confiance de ces gens-là, de voir un militaire, c'est dit sans crainte. On a vu l'espoir avec la prise du pouvoir le 5 septembre. On a vu des gens danser avec des chars, monter sur le véhicule du président, le saluer, le faire des big ups. Des bisous. Et voilà, même il y a eu des bisous, même il y a eu des grossesses qui sont sorties dedans. Mais c'est pas ça la question essentielle, le truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette confiance qui a été créée le 5 septembre a été avortée peut-être 2 mois après cette grossesse précoce qui a eu accouchement, malheureusement. Fausse couche. Prématurée. C'est une fausse couche. Donc le problème de ça maintenant, c'est comment restaurer la confiance là. Parce que 2 mois après, ils sont revenus dans les mêmes chars là, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour faire la fête. Voilà, c'était pour tirer. Donc, il faut restaurer la confiance entre l'armée et la population. Je pense que c'est la base même pour que l'international puisse nous respecter. Si tu vois que dans tous ces classements, on ne fait pas partie, c'est parce que quand on appelle un Guinéen, c'est comme à la on dit non, il ne faut même pas mettre non. C'est là, ils ne sont pas fiables. Donc voilà. Alors rapidement, je veux profiter de cette date de célébration. On ouvre l'antenne en même temps. Vous avez le 83-93. Pour interpeller les militaires, je vais parler en bon père de famille. C'est une expression de droit. Même si je n'ai pas d'enfant. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il va falloir que les militaires sachent qu'ils sont là pour la population. C'est-à-dire, parfois, j'ai l'impression qu'on confond les choses. Moi, j'ai des amis, j'ai une camarade, lorsqu'elle voit des militaires, elle a peur automatiquement. Parce que dans sa tête, c'est la répression, c'est la violence, c'est tout. Donc, il faut dire à un moment donné, lorsqu'on voit un militaire, on doit se sentir en sécurité parce qu'il est là pour nous. Fort malheureusement, le constat, il n'est pas le cas. Et ce que je veux dire, c'est que on avait l'impression qu'on leur disait avant que vous n'êtes pas amis aux civils. Tout à fait. On a l'impression que même dans les centres de formation... C'est difficile de voir les militaires
proche des populations comme ça. C'était la violence, c'était... Pour eux, c'était... Une certaine dictature, quoi. Voilà, pour eux, s'approcher d'un civil, c'est lui permettre d'oser, quoi. Donc, je veux dire, l'autre chose que je veux relever, c'est que il y a aujourd'hui le tribunal militaire. Vous savez, même sous le CNRD, on a parlé de radiation. On a eu à radier quelques militaires. Sauf qu'on ne communique pas là-dessus. On refuse de donner le motif. Et parfois, je veux dire qu'il faut sanctionner. Le mal de cette situation, c'est que les militaires se protègent. Aujourd'hui, vous avez un militaire, ils sont très solidaires. Un militaire va commettre une forfaiture. Il y a un haut gradé là-bas parce que c'est son grand et lui c'est son petit, donc malheureusement il passe pas devant les instances disciplinaires, il passe pas devant le tribunal militaire. Bien, allez, oui, Diané, en une minute. Oui, très rapidement, il faut dire que en tout cas dans le cadre du rapport civil-militaire ici, durant les 10 années du professeur Alpha Condé, ça s'est beaucoup plus amélioré ici, parce que moi j'essaie également aussi l'intervention de l'armée dans le développement économique et social de la ville de Guinée. Quand vous prenez aujourd'hui le génie militaire qui existait, mais qui a été perfectionné ici, le génie militaire est en train de faire en tout cas des excellents travaux, à l'intérieur comme dans la capitale de la ville. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, que lors des ramassages d'ordures qui sont organisés parfois ici, c'est cette armée même qui intervient donc pour faire cela ici. Aussi dans le cadre de la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la ville de Guinée, parce que moi j'en suis témoin, c'est moi par exemple en 2000, lors de l'incursion rebelle en 2000, et on les voyait là-bas, quand même, c'était bien passé, parce que là, les hordes, donc des hors-la-loi qui venaient en tout cas pour faire du mal, qu'on appelle aux Guinéens là-bas, vraiment ils étaient debout là-bas, ils ne dormaient pas, et c'était vraiment un rapport convivial qui existait entre en tout cas les habitants de mon village et en tout cas cette armée qui était en mission donc, à ce niveau-là. Merci beaucoup.